Moi, je vais contextualiser un petit peu le sujet. Pourquoi on a souhaité se poser cette question? Eh bien, déjà, à l'époque où les signes du changement climatique en cours se font de plus en plus visibles, et où le contexte récent de la pandémie nous a confrontés finalement à des questions nouvelles sur la manière de vivre collectivement la ville. On en reparlait tout à l'heure dans la préparation de l'exposition. Il nous semblait intéressant de nous poser la question suivante qui est: comment les enjeux de santé et de vulnérabilité renouvellent la pratique de l'urbanisme? Alors, nous pensons tous volontiers finalement en première approche que la santé, c'est une affaire de patrimoine génétique et de médecine. Mais ces deux critères ne contribuent à notre santé que pour un tiers. Le reste est sous influence de notre cadre de vie, qui est le produit des lois, des plans d'urbanisme et des modes de vie. La santé n'est donc pas tant individuelle finalement que collective. Et dans les pratiques d'urbanisme, la normalisation de la construction et la standardisation des usages, hein, et pour être un groupe d'architecture et d'urbanisme, on le vit aussi au quotidien, tout ça a peu à peu mis de côté le critère de la santé comme étant un espèce de préalable essentiel à la vie en commun. Et c'est la crise pandémique qui a remis au centre du débat un questionnement transversal. Finalement, la question c'est: comment la ville de demain prendra-t-elle soin de nous? Ça, on l'a beaucoup aussi entendu. Quel parcours devons-nous désormais dessiner pour rapprocher la ville de ses lieux de soins et prendre en compte toutes les vulnérabilités? Alors, autour de ces questions, j'ai envie de dire, si on doit le résumer en 3 points, se pose la question, évidemment de l'adaptation, de nos villes au changement climatique, avec la notion, du traitement des îlots de chaleur et d'eau de fraîcheur, mais aussi, de la ville inclusive, vis-à-vis de toutes les formes de vulnérabilité, problématique notamment aussi des personnes âgées, de l'organisation ou de la réorganisation, possible de l'offre, et des parcours de soins. Alors ces sujets sont au cœur, de nos travaux et de nos réflexions. Nous étions présents aussi aux côtés de la ville de Grenoble, donc lors du congrès Isocarp en octobre à Bruxelles, qui posait ces mêmes questions, à, des collectivités et des acteurs de la fabrique de la ville, dans un champ plus international. Donc ça a été aussi, pour nous un moment intéressant de partage, d'expériences, autour de ces questions de renouvellement, des pratiques d'urbanisme, sous le prisme de la santé. Mais c'est aussi, une question, qu'on s'est posée, et Rachel Baucher, qui est là ce soir, on était la commissaire scientifique récemment autour du colloque Ville et santé mentale qui a eu lieu, voilà, qui a eu lieu très fourni avec beaucoup d'intervenants au début donc décembre à Nantes. Et donc tout cela montre finalement que ces questions sont au cœur de la réflexion que nous devons mener pour faire avancer ce sujet de la relation entre urbanisme et santé. Alors, j'en dirai pas plus parce que je pense que la réponse est aussi en partie, dans l'intervention de chacun de nos intervenants qui a accepté de participer à la table ronde de ce soir. Je les en remercie et je vais sans transition passer la parole à David Habitant, donc qui est journaliste et qui s'occupera de l'animation de notre soirée et je l'en remercie également. Merci à tous. La thématique de notre soirée, on le disait, hein, les enjeux de santé et de vulnérabilité et ce qu'ils impliquent particulièrement dans la fabrique de la ville. Cette thématique, ce soir, on va pouvoir la traiter à travers tout à l'heure l'exposition qui a été évoquée juste avant. Donc c'est Simon Devis qui en fera la présentation. Mais d'abord, on a une petite heure, une heure de discussion avec nos invités, Margot Beller, Rachel Baucher, Gilles Berru, Olga Braoudakis et Cecilia Di Marco. Je vous remercie à nouveau d'être là tous les 5. On va pouvoir discuter. On va également ouvrir la discussion avec vous qui êtes là. On pourra passer un micro dans le public peut-être à un ou deux moments de, de nos échanges. Et puis également, vous qui nous regardez sur Internet, je crois savoir que si vous laissez un petit commentaire, on pourra les prendre en compte tout à l'heure durant les petits temps d'échange. On va commencer tout de suite. Alors, ne tardons pas puisque le temps nous est compté. Je voulais vous présenter les uns les autres. Je vais le faire assez brièvement pour qu'on ait un bon temps de discussion, mais tout de même, j'ai peut-être quelques éléments d'éclaircissement pour qu'on puisse bien comprendre votre point de vue aux uns et aux autres. À commencer par vous, Rachel Baucher, vous êtes chef du service psychiatrie au CHU de Nantes. Vous étiez, je le cite parce que c'est important dans notre discussion, vous étiez jusqu'à l'année dernière élu au conseil municipal de Nantes et en tout cas ici,
vous intervenez un petit peu à travers ces deux casquettes. Et justement, j'aimerais bien peut-être vous entendre brièvement pour ouvrir un petit peu nos discussions, préciser cette double casquette, comment elle se manifeste vos connaissances professionnelles en tant que psychiatre dans le cadre de votre fonction d'élu que vous aviez jusqu'à l'an dernier. C'est pas forcément évident ce lien. Si, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, la psychiatrie, c'est très politique, hein, et disons, en même temps, les grands déterminants de santé, donc d'autres personnes le diront, sont socio-économiques, environnementaux, biologiques. Donc, en fait, pour agir sur la santé mentale, il ne faut pas laisser cette discussion au sein des seuls experts du soin. Il faut ouvrir la discussion et faire un débat aussi, non seulement au niveau du soin, au niveau de la prévention. En plus, on l'a vu, l'environnement compte énormément. On l'a vu au moment du Covid. C'est Camus qui dit le bonheur, c'est l'harmonie du sujet avec son environnement. On a été privé d'environnement. On a vu que ça donnait une vague psy importante. Et j'ai envie de dire, je parlerai tout à l'heure, mais vu l'état de la psychiatrie publique qui est en situation d'implosion, malgré les rapports qui sont succédés depuis 15 ans, c'est, disons, au bord de l'effondrement. Actuellement, je dois le dire simplement, on soigne mal. Donc, il faut avoir recours à d'autres éléments. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été élue pendant 20 ans et d'avoir la responsabilité de ce colloque Ville et Santé mentale qui a permis de dire, mettons en acte des possibilités d'action concrète de la ville. Et ça, on va le faire. Voilà, et nous, ce soir, dans l'heure qui nous attend, on va pouvoir également tirer un petit peu toutes les ficelles des questions que vous venez d'évoquer. Avec vous également, Gilles Berru, vous êtes chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique au CHU de Nantes également et président fondateur du Gérontopole, Pays de la Loire. Et alors, là encore, je ne vous poserai pas la même question qu'à votre voisine, même si on imagine des similitudes dans la réponse que vous y apporterez, mais peut-être pour aller un petit peu plus loin, où est-ce que de quand il date l'intérêt de votre discipline pour ces questions de fabrication de la ville? Alors, la discipline de gériatrie peut, mais la gérontologie, qui n'est pas une discipline, mais qui est une approche, c'est fort ancien. Et il y a par exemple le label Ville Amie des Aînés qui est né à Vancouver au début des années 2000 et je crois que Grenoble fait partie de ces villes qui se sont engagées dedans. Confirmation par notre élu si présente, effectivement. Et donc c'est une démarche qui est très intéressante parce qu'elle met en route tout le monde. Et c'est vrai que le vieillissement est une thématique qui est populationnelle et qu'on ne peut pas la confiner à une discipline médicale au fin fond d'un hôpital. Et que c'est vraiment, ça nous intéresse tous. J'ai appris récemment qu'il y avait un label qui s'appelle Ville Amie des enfants. Et je pense, j'ai une discussion là récemment au sein du conseil municipal de Nantes. Et c'est vrai que ces deux thématiques ensemble résonnent comme une nouvelle manière d'approcher la ville et à travers ces populations, d'approcher la vulnérabilité en ville en fait. Parce que finalement, derrière, il y a une sorte d'universalisme de la vulnérabilité qui se dessine en arrière-plan finalement de ces questions. Et alors, vous citiez Nantes à l'instant et Rachel Baucher également, parce que vous venez tous les deux du CHU de Nantes. Mais on a aussi un pôle grenoblois ici, hein, présenté avant tout par Margot Belair, je le disais. Là, vous avez un très beau pôle de gériatrie, avec le professeur Pascal Couturier qui s'occupe de l'équipe mobile, Gaëtan Gavasi qui s'occupe du pôle, et il y a le professeur Alain Franco qui s'occupe de liberté du temps libre et qui a été un très grand gériatre français et qui s'est beaucoup investi dans une campagne qui s'appelait Vieillir chez soi. Donc Grenoble est en effet très bien représenté. Et si je remonte au-dessus, il y a un des fondateurs de la gériatrie en France, qui est le professeur Hugonot, et qui était aussi de Grenoble. Donc vous avez des lettres de noblesse fort anciennes dans la matière. Voilà. En tout cas, ça nous ouvre, en tout cas, nous, des perspectives, puisque au-delà de vos responsabilités différentes les uns les autres, on a aussi deux exemples à des endroits assez éloignés de la France. Entre Nantes et Grenoble, ça nous permet d'avoir des contextes assez différents, qu'on continue d'évoquer avec vous aussi. Peut-être Cécilia Di Marco, pour continuer, vous êtes architecte, co-responsable du parcours design urbain ici à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, mais aussi chercheuse post-doctorale. Non, on avait dit que j'étais pas forcé de dire post-doctorale, mais ouais. C'est un petit peu les spécificités à chaque fois. Bon, bref, chercheuse tout simplement, au laboratoire architecture, environnement et culture constructive à l'école d'architecture de Grenoble. Donc voilà, l'architecture et l'urbanisme.
Et vous êtes spécialiste des questions de santé. Alors, je voulais vous demander, là encore, pour commencer à poser des petits cailloux sur la discussion qu'on va avoir juste ensuite. Dans l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme, c'est une place qui a toujours existé, qui existe aujourd'hui, que l'on découvre tout juste l'enseignement des enjeux de santé? Bah, en fait, on peut se dire que l'urbanisme, il est né un peu à l'époque de l'hygiénisme. Du coup, c'était un lien qui était très existant à la naissance de cette discipline, mais que, au fur et à mesure du temps, il était perdu. Du coup, actuellement, dans les écoles d'architecture et dans l'Institut de l'urbanisme, on n'a pas autant d'enseignements sur ces sujets spécifiques. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est notamment d'apporter ces questionnements dans les ateliers de projet pour former des nouveaux professionnels, futurs professionnels architectes ou urbanistes, afin qu'ils soient au courant de toutes ces questions et qu'ils aient les outils pour pouvoir agir dans la direction qui est évoquée, du coup, pour avoir des villes accueillantes pour les enfants, comme pour les personnes âgées, comme pour les personnes atteintes de maladies psychiatriques. Tout à l'heure, on a discuté juste avant Oui. notre rencontre et je vous disais que de mes études d'architecture, j'ai tout un tas d'enseignements que je garde en tête et j'ai aussi tout un tas j'ai vraiment une liste à tirer quasi infinie de tout ce que je n'ai pas appris aussi à l'école d'architecture. On parlait de culture constructive, de matériaux. Évidemment, ces enjeux de santé dont vous parlez là, où est-ce qu'on les place par rapport à tout ce faudrait qu'on apprenne à l'école d'architecture? Ouais, et d'ailleurs, pendant notre projet de recherche sur la santé, on a longuement interrogé les étudiants pour savoir quel était leur point de vue sur ces questions-là, si c'était des questions abordées dans leur formation. La seule entrée que les étudiants arrivaient à trouver, c'était par rapport aux matériaux de construction. Car dans l'école d'architecture de Grenoble, on a une formation très spécifique sur ce côté-là. Et du coup, la dangerosité de certains matériaux, elle est évoquée, la nuisance de certains produits aussi. Et du coup, c'était le premier lien que les étudiants arrivaient à faire. Après, j'ai pu constater un très grand changement par rapport avant et après la Covid, car nous, on a démarré notre recherche sur les enjeux de santé dans l'enseignement de l'urbanisme et de l'architecture avant la Covid. Du coup, c'était des questions qu'on avait déjà cernées comme questions vraiment importantes à introduire dans ces formations. Et là, les étudiants, vraiment, quand on les interrogeait, ils faisaient les liens seulement avec le soin. Du coup, tout ce qui c'était hospitalier. Et souvent, si on leur proposait de faire des projets en lien à la santé, ils nous disaient on doit faire quoi? On doit faire un centre de santé. Et du coup, ça nous a pris du temps pour travailler là-dessous. Mais aujourd'hui, les étudiants, ils ont un regard très différent. Et c'est sans doute à cause de ce qu'on a tous vécu pendant la Covid et de comment on s'est tous rendu compte que l'environnement de vie, la ville, ça a un fort impact et c'est un des plus importants déterminants de santé. Voisine Olga Bravodakis acquiesce. Alors, je ne sais pas si c'est sur son expérience dans les périodes d'apprentissage ou aujourd'hui, en tout cas, dans votre travail, Olga Bravodakis, d'architecte urbaniste à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Vous êtes chef de projet du diagnostic santé métropolitain et des expérimentations PRSE, plan régional santé environnement. On en est au 3e opus en cours. Est-ce que vous voudriez bien nous présenter d'un mot également cette agence d'urbanisme de la région grenobloise, que l'on puisse comprendre de quelle manière elle peut s'impliquer dans les questions qui nous préoccupent ce soir? Oui, Je crois qu'on vous entend, si, oui. bon, c'est également une institution du territoire, hein. La première agence d'urbanisme a été créée à Grenoble. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui maillent le territoire. On a un réseau national. Et plus spécifiquement, localement, effectivement, on a la chance d'avoir des élus, et notamment du Sud Isère, au sens grand territoire,
Ils sont très engagés sur ces questions de santé depuis plusieurs années. Ça a commencé dans les années 2000 avec une montée en puissance de l'enjeu de santé environnementale qui a été très présent dans le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale qui a été mis en œuvre. Et puis, on le retrouve aujourd'hui dans les PLUI. Il y a 5 PLUI dans lesquels l'Agence d'urbanisme a été impliquée. Et puis, plus récemment, grâce à un partenariat avec l'ARS, des expérimentations qui ont été menées plus en lien avec le projet urbain. Donc, on a aujourd'hui effectivement tout un panel d'expériences en cours avec des enjeux à la fois d'observation, mais aussi de repérage avec les élus de ce qu'il est possible de faire. Et on va tout à l'heure pouvoir présenter quelques exemples. Alors, je crois qu'on est suivi par un public plutôt urbaniste, architecte. On a aussi du personnel du côté de la santé qui nous suit. Alors, il va falloir, je ne sais pas si on va jusqu'à définir les PLUI, l'ARS, mais voilà, n'hésitons pas pour ouvrir au maximum les discussions. Donc, on peut parler des plans locaux d'urbanisme, évidemment, de l'Agence régionale de santé également. Et alors, peut-être pour terminer ce tour de présentation, Margot Bellard, vous êtes adjointe à l'urbanisme de la ville de Grenoble. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et alors, je me disais que peut-être pour à la fois terminer le tour de table de présentation et ouvrir notre discussion, je voulais vous demander très concrètement, du côté de la ville de Grenoble, comment est-ce qu'on prend en compte ce lien entre l'urbanisme et la santé? Tout à l'heure, Gilles Béreux rappelait, vous avez ce label Ville Amie des aînés. Ça peut y participer, mais peut-être plus largement dans le cadre de la politique de la ville. Quels sont comment tout ça se met en œuvre? Merci déjà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je rebondis tout de suite sur les acronymes. Moi, je suis ni issue des métiers de l'urbanisme, ni issue des métiers de la santé, puisque je suis citoyenne et j'ai été élue. Et du coup, je me retrouve plongée dans ces notions-là. Donc, je tâcherai d'éviter les acronymes qu'on a vite tendance à utiliser même quand on devient élu. Nous, l'urbanisme favorable à la santé, c'est une démarche qui a été lancée très concrètement depuis le début du second mandat. Mais on n'a pas forcément attendu le Covid pour se poser la question de la prise en compte de la santé dans la fabrique des projets urbains et la fabrique de la ville. Puisque, en fait, vous l'avez bien dit, les déterminants de santé, c'est quand même en grande partie lié au mode de vie, au cadre de vie. Qu'à Grenoble, on a un historique qui est lié à la qualité de l'air, qui implique déjà les citoyens et les citoyennes à se poser des questions, à se questionner sur ce que ça veut dire pour soi. Je rappelle quand même à titre qu'on a quand même un métropolitain qui meurt par jour des causes des causes liées à la qualité de l'air. Donc c'est quand même des questions qu'on se pose depuis longtemps et qui aujourd'hui ont été traduites dans une démarche très concrète d'urbanisme favorable à la santé. Donc, on s'est entouré de AIA et on a fait ce travail-là de comprendre comment chaque déterminant de santé pouvait être pris en compte dans la construction des projets urbains. Et on l'a décliné de manière très opérationnelle sur 2 opérations, Flaubert et la presqu'île. Alors, c'est une petite partie des opérations de Flaubert et de la presqu'île. L'idée, c'était vraiment de partir du constat, déjà, dans ces opérations-là, on fabrique la ville sur la ville. Donc, on a un renouvellement qui est important. On assume une forme de densité, nous, à Grenoble, parce qu'on est en ville et parce que le fait de vivre en ville, se loger en ville, c'est quelque chose qu'on défend et c'est quelque chose aussi qui participe à la lutte contre le zéro artificialisation des terres. Plus on a de la densité dans les cœurs de ville, moins on s'étale dans les zones agricoles et on voit que la métropole, ces dernières années, s'est beaucoup étalée. On a aussi des constats d'un parc de logements vieillissant, on a une offre de soins qui est un peu basse dans la ville. On a quand même des inégalités territoriales de santé qui sont assez fortes. Donc à partir de là, ce constat-là, on a travaillé cette démarche. Donc on a associé des professionnels, on a associé aussi les citoyens, les citoyennes, les élus, dans le but, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard, de détailler un petit peu cette démarche-là et de la décliner très opérationnellement sur nos projets urbains. Et ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire qu'on revoit nos projets urbains au prisme de la santé. Donc concrètement, on a changé les plans masse
ce qui est un gros travail quand même pour les services qui sont là d'ailleurs aujourd'hui dans la salle, mais on a quand même revu ça depuis quelques années. Donc c'est comme ça qu'on a intégré cette dimension-là et on l'intègre dans le cadre de l'urbanisme. Mais je pourrais aussi parler du plan municipal de santé, dont la première orientation est basée sur le cadre de vie. Je pourrais parler de la ville amie des aînés, de la ville amie des enfants. En fait, après, on a plein de déclinaisons. Peut-être quand même finir sur l'intérêt de la santé au sein d'une municipalité et pourquoi on construit nos politiques publiques à partir de ça, c'est que c'est très palpable pour les citoyens et les citoyennes. La santé, ça nous touche tous et toutes intimement, autour de nous, ça nous touche de manière collective. Et du coup, on s'est rendu compte que quand on en parlait, quand on posait la question aux gens, tout de suite, il y avait des choses très palpables qui sortaient, et peut-être même plus, et c'est une militante écologiste qui dit ça, que la notion de développement durable, qui finalement s'attache. Moi, je suis pas forcément très branchée développement durable, puisque mon parcours est plus dans l'écologie politique, mais qui s'attache peut-être plus à regarder la nature que les êtres humains, alors que la santé, c'est vraiment le cœur, les êtres humains, et du coup, ça touche beaucoup. Eh ben alors, j'aimerais bien justement qu'on commence là-dessus parce que ça m'étonne, mais ça me plaît un peu que vous parliez de quelque chose de palpable. Justement, moi, j'avais préparé un petit peu une discussion à l'inverse. Pour moi, la santé, c'est bien moins palpable. Par exemple, des questions de confort. Alors peut-être je m'adresse aux architectes urbanistes qui sont avec nous. De quelle manière on arrive alors, si ce n'est pas assez palpable, en tout cas à le rendre d'autant plus palpable auprès de vos étudiants. Je pense que la santé, quand on parle d'un mort par jour à cause de la pollution atmosphérique, c'est quelque chose qui nous touche évidemment. Après, peut-être les solutions architecturales qu'il faut mettre en place, elles ne sont pas si évidentes que ça, mais ils peuvent être très simples. À partir de l'échelle de bâtiment, on peut inciter les gens à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur pour faire de l'activité physique. On sait que ça, c'est fondamental pour être en bonne santé. Et ça, on le fait comment à l'échelle de l'architecture? Comment on choisit de mettre en valeur l'escalier plutôt que l'ascenseur? C'est des petits détails architecturaux, mais qui peuvent influencer la santé des habitants. Et si on sort un peu de l'échelle de bâtiment, comment on bouge, comment on arrive à la boulangerie pour faire nos courses, ou comment on peut se déplacer dans l'espace public. On pense par exemple aux personnes âgées. Est-ce qu'on a des bancs sur lesquels on peut s'asseoir, faire une petite pause pendant notre trajet? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des toilettes publiques dans lesquelles on peut aller si on a envie de faire une balade un peu plus longue? C'est des petits détails de l'espace public qui peuvent changer la qualité de vie des habitants et leur santé. Et alors, j'ai cité de façon un peu innocente la question du confort, mais du coup, j'imagine en vous entendant que c'est tout à fait lié les deux enjeux. Oui, sans doute, une bonne qualité de vie, ça signifie aussi avoir un confort dans le logement. On a abordé, entre autres, la question de la précarité énergétique avec nos étudiants et comment ça peut être vraiment un risque pour la santé de ne pas arriver à chauffer, par exemple, son logement. Et ça arrive jusqu'à être cause de mortalité dans les pays plus au nord que nous. Mais du coup, le confort à l'intérieur de son logement, mais aussi le confort et la sécurité aussi dans l'espace public. Rachel Baucher, Gilles Berru, alors avant que l'enjeu de notre discussion, c'est de pouvoir en venir plus précisément effectivement aux manifestations urbanistes, enfin comment l'urbanisme et l'architecture saisissent de ces enjeux-là pour faire la ville d'aujourd'hui, de demain. Peut-être pour bien placer le débat là où il doit être, j'aimerais bien vous entendre un petit peu sur concrètement qu'est-ce que la ville peut générer. Alors, de positif, ça va être vraiment l'objet de notre discussion, mais peut-être aussi de négatif auprès des populations que vous suivez. Donc, vous, Rachel Baucher, par votre spécialisation en service psychiatrie, et Gilles Berru avec les personnes âgées. La santé mentale, je préfère la redire pour qu'il soit bien au clair, c'est le socle d'un bien-être individuel, mais qui est le reflet d'un fonctionnement collectif. C'est pour ça que ce qu'a dit Mavoudine était très important, et cela varie en fonction de facteurs personnels, mais bien entendu,
ça évolue et c'est sensible en fonction des éléments extérieurs. On l'a vu au moment du Covid, mais pas seulement. Aujourd'hui, on le voit, les vulnérabilités psychiques sont exacerbées aussi par rapport au contexte de tension internationale, par rapport au problème de l'inflation, par rapport au problème de la crise écologique. Il y a différents éléments extérieurs qui interviennent et qui vont interférer avec cet état de santé mentale. Et j'aimerais quand même à ce moment-là réciter, parce qu'en regardant le guide de santé mentale, il y a un guide qui est sorti sur la santé mentale dans les villes, et je dois le dire à ma voisine, je dois le dire au premier voix, je cite Éric Piolle. Le maire de Grenoble. Ben oui, il dit il faut toute une ville pour rester en bonne santé. Donc effectivement, des élus engagés comme ça pour dire il faut aussi travailler sur donc, tous les déterminants. Moi, je ne connais pas, hein, je me permets de le dire, parce que c'est vrai que c'est tout à fait ce qu'on disait nous la semaine dernière, disons, à Nantes, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quoi une ville? Eh ben, la ville, c'est pas seulement des bâtiments. La ville, c'est la ville des liens, c'est la ville des relations, c'est la ville des parcours, c'est la ville des rencontres. C'est la ville aussi que vous pouvez proposer sur des lieux propices à la rencontre, des lieux propices à la créativité. Alors, on sait bien, à travers ça, donc c'est les politiques publiques. Moi qui ai été élue, je sais bien, c'est les politiques publiques en matière d'art, en matière de sport, en matière de rencontres. Et ça, c'est très important parce qu'on sait bien, on ne vit pas seul. Et c'est surtout la ville qui permet les rencontres. C'est une ville qui évite justement le repli sur soi, l'isolement. C'est essentiel. Mais alors, concernant la santé mentale, pour bien comprendre très précisément sur des exemples précis, est-ce que l'urbanisme, il peut être la cause de problèmes de santé mentale, ou alors, à l'inverse, c'est justement dans un... Effectivement, l'urbanisme va sauver, justement. On a fait un débat là-dessus. Si vous voulez, sincèrement, une ville, je le dis clairement, mal gérée, mal construite, ne peut pas à elle seule entraîner une décompensation psychotique, une décompensation dépressive. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner les villes comme ça. On ne peut pas accuser les villes. Par contre, une ville qui effectivement n'est pas soucieuse d'un cadre de vie vertueux, d'un espace urbanistique sain, bien sûr, je pense à la pollution, aussi bien sonore qu'à la pollution atmosphérique. La pollution sonore, oui, ça entraîne des phénomènes de stress, ça entraîne des troubles du sommeil. La pollution atmosphérique, ça peut être à l'origine de troubles psychotiques. Il y a pas mal de littérature qui ont vécu ça. Mais ce ne sont que des facteurs, à ce moment-là, favorisants ou des facteurs précipitants. Et donc, la ville, c'est pas un tout, c'est comment on fabrique la ville et comment on favorise la ville et comment on fait vivre aussi le citoyen dans la ville. Donc, c'est-à-dire comment on le met en lien. Je pense que c'est très important parce que c'est comment justement le petit public met en lien les individus les uns avec les autres. Et ça, les interrelations, c'est essentiel. Alors, moi, je dis la ville des soins. La ville des soins, c'est la ville des liens. Vous dites, il faut un urbanisme relationnel. En tout cas, cette relation, elle est majeure parce que ça renvoie, en termes de santé mentale et de psychiatrie, ça renvoie à la question de la stigmatisation. Alors, si vous voulez, on en reviendra après. Non, mais comme ça, voilà, pour avoir le point de vue du coup parallèle de Gilles Guerrus sur voilà, comment se manifestent de façon urbaine des problématiques qui pourraient être liées à la question de l'âge. Pour essayer d'être concis et clair, en fait, ce qu'on appelle les personnes âgées, ce sont toutes les personnes qui sont au-delà du temps du travail. Et donc, 62 ans, qui est l'âge officiel de départ à la retraite, il n'y a que 50% des gens qui travaillent encore. Le grand départ, il se fait entre 55 et 60 ans en France. On meurt pour une femme vers 88 ans, on est dépendant 19 mois. Donc finalement, on a 25 à 30 ans de vie après le travail qui nous est offert, et dedans, on va dire qu'il y a trois parties. Il y a la personne qui est dans une retraite très active. Il y a une personne qui commence à avoir une petite réduction de son périmètre d'activité. Et puis, après, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'aide médico-sociale. Dans ces trois cadres-là, il y a différents types d'activités que la ville peut, dans laquelle la ville peut interférer.
Premièrement, sur la première tranche de population, je rejoins complètement ce que vient de dire le docteur Rachel Bauchet. CTR, c'est la ville du lien social, c'est la ville avec l'accès à la culture, c'est la ville qui nous permet d'être ensemble, le lien social. Rappelons que les 60-75 ans produisent 33 milliards d'euros de services non salariés à la population. La dépendance coûte 24 milliards. Ils sont rentables, rassurez-vous. Et donc, en fait, il y a un service rendu en lien social, en soutien familial, en soutien de voisinage, en appui des associations qui permettent cette relation entre les collectivités et les associations. Et donc, là, ils sont présents. Il y a une deuxième partie de ces personnes âgées qui sont un peu plus en difficulté pour certaines choses, mais qui sont aussi très actives sur d'autres. Et là, je pense qu'il faut pointer quand même une question. En fait, il y a deux questions qui sont graves. Il y en a une, c'est la solitude. On a véritablement. Alors, les petits frères des pauvres avaient fait un rapport qu'ils ont renouvelé l'année dernière, où ils avaient une expression, c'est quelqu'un qui rencontre une personne moins d'une heure une fois par semaine. Ils appelaient ça la mort sociale. Bon, c'est sûr que ça permet de lancer le débat. Le terme est très fort. Mais enfin, quand même, il y a énormément de personnes qui ne disent pas grand-chose à pas beaucoup de monde et pendant très longtemps. Et là, je pense que ça me fait penser, comme à nous tous qui nous intéressons à la ville du quart d'heure de Carlos Moreno, c'est-à-dire qu'il faut que l'ambulation possible avec lien social, ça soit une ville où en un quart d'heure, on puisse être dans un endroit où il se passe quelque chose. Et donc, ça, c'est vrai que c'est des politiques de quartier, quelquefois, c'est même des politiques d'îlot, sur comment fait-on pour rompre la solitude. Dans les logements à habitat à loyer modéré, 30% de ces logements sont occupés par des personnes de plus de 65 ans. Et dans certains quartiers qui sont considérés comme en difficulté, parfois, c'est 50% de l'immeuble. Donc, on voit bien que la question du quartier en difficulté, c'est vrai que c'est la question de la jeunesse, mais c'est aussi la question d'une certaine solitude. Et je le redis, parce que c'est quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui est pauvre et vieux? Les femmes. La précarité au grand âge, c'est une question féminine. Et donc ça, c'est véritablement important de pouvoir mettre en évidence les cibles sur lesquelles il faut vraiment travailler. Et le deuxième aspect, sur cette partie-là, c'est la mobilité. La mobilité va poser énormément de questions et les transports en commun ne répondent pas à la demande et ne sont pas du tout au rendez-vous, en fait, de ce qu'il faut. Alors, je ne peux pas détailler parce que les temps de parole sont très contraints. Il y a des solutions, mais la mobilité doit être mise sur la table en termes de santé, de lien social, d'accès aux soins. C'est très important. Pour la dernière partie, et je serai bref, pour les gens qui ont besoin d'un appui médico-social, ce sont toutes les expérimentations de l'EHPAD à domicile, qu'on appelait les mécanismes DRAD, qui va devenir à partir du 14 juillet 2022, enfin, le circulaire est sorti le 15, les centres régionaux, les centres de ressources territoriaux, où il y aura des systèmes qui permettront à des personnes qui commencent à être dépendantes de pouvoir rester chez elles. Et là, ça met en place, en fait, tout un maillage d'aide qui nous impose, et c'est en cours d'ailleurs, de revoir complètement les métiers de l'appui du domicile. Margot Belair, je pourrais vous poser la même question, ou alors peut-être pour la dire un petit peu différemment, mais quand on voit tous les sujets qui sont mobilisés autour de la question du soin, vous nous dites malgré tout, la santé, pardon, plus que le soin, excusez-moi, la santé, ça reste un enjeu à part entière. C'est-à-dire qu'on se rend compte finalement qu'il croise tous les enjeux, mais pour autant, il y a un regard particulier sur ces sujets-là, une politique particulière. Oui, parce que enfin, en fait, ça nous donne un cap. C'est assez. Comment dire, quand on fait de la politique, on a besoin de donner des objectifs, de quantifier les choses. Vous avez parlé tout à l'heure de faire des choix, des priorisations. On peut parler de comptabilité écologique, on peut parler de budget genré, on peut parler aussi d'impact santé sur les investissements qu'on peut faire. Donc, oui, ça donne un cap et ce cap, on en a besoin pour justement avoir
avoir des réelles déclinaisons concrètes. Et on a un impact assez majeur dans les nouveaux projets urbains. Mais aujourd'hui, le cap qu'il faut qu'on continue vers lequel on doit aller, pardon, et surtout celui qui a un sacré défi, c'est dans le bâti existant et c'est dans le tissu existant urbain, où là, on n'a pas forcément pensé la ville de cette manière-là, on n'a pas forcément pensé les logements de cette manière-là. Et du coup, comment on accompagne aussi des changements de pratiques. Et c'est là où la santé nous donne un cap. Nous, on est en train de travailler à Grenoble une charte habitat favorable à la santé, ce qui permet aussi de rendre visibles nos objectifs dans cette direction-là de la santé auprès des partenaires qui construisent, les promoteurs, les architectes, les urbanistes, pour que cette parole-là, elle soit très, très concrète, très lisible. Donc cette charte-là, l'objectif, c'est de la faire aboutir, je l'espère, on verra si on y arrive, à la Biennale du mois de juin, et de la faire signer aussi par nos partenaires, puisque finalement, les décideurs politiques et les institutions, elles fixent des caps, des orientations. Le PLUI fixe des règles, on a des documents qui fixent des règles, mais la réalité, c'est quand même qu'on a des partenaires privés qui, eux, construisent et qui s'inscrivent, plus ou moins dans ces règles et dans ces dynamiques-là. Et alors, comment on les motive, effectivement, ces partenaires privés? Parce que ça les concerne pas d'une certaine manière. Enfin, ça les concerne pas. Je veux dire, je me fais l'avocat du diable, hein, mais c'est des politiques publiques. Eux, ils ont en dehors ils ont des objectifs de rentabilité qui sont en dehors de tout ce que peut apporter comme service à la patrie, on va dire. Alors, comment est-ce que vous arrivez à les motiver, à les intégrer sur ces questions-là? On voit quand même que ça bouge. On a, notamment chez les promoteurs, les architectes, on voit quand même que depuis notamment le Covid, et là, je pense qu'il y a eu une virgule qui s'est effectuée. Il y a une prise en compte des enjeux de santé. On nous propose régulièrement des logements adaptatifs qui correspondent un peu aux évolutions de vie. Pourquoi qu'est-ce qu'ils trouvent vraiment, je pose la question très naïvement, mais parce que j'imagine que, enfin voilà, encore une fois, qu'ils ont des intérêts. Le foncier en ville, il est contraint. Donc à un moment donné, s'ils veulent continuer à pouvoir travailler et à pouvoir s'inscrire dans les projets qu'on mène, il faut forcément qu'ils rentrent un petit peu dans les objectifs qu'on conduit, sinon on ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, on a des partenaires qui ne jouent pas le jeu et avec lesquels c'est très difficile d'avancer et sur lesquels, en toute sincérité, on peut arriver à des situations de blocage parce qu'ils ne partagent pas ces objectifs-là. Donc, ils ont un objectif, ils ont un intérêt forcément à accompagner, qui peut être un intérêt économique, mais qui, quand même, de la part de certains partenaires, est aussi un intérêt de s'inscrire dans le sens de quelque chose de logique, quelque chose qui plaît. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, si vous cherchez tout à chacun à acheter un logement neuf, on voit aussi que les gens qui le font regardent ces dimensions de santé. Quand on parle de qualité de l'air intérieur, des matériaux, des espaces extérieurs voilà, comment on construit aujourd'hui un logement, les gens sont aussi regardants sur ce qui se fait. Et les bailleurs sociaux le sont aussi. Donc, il y a forcément un intérêt à un moment donné. Et nous, on tend à rendre au maximum notre ligne et notre vision lisible et claire pour pouvoir avoir des projets qui correspondent au plus à cette vision-là. Alors, c'est peut-être Olga Braudakis qui peut compléter là-dessus, mais de quelle manière, et je n'oublie pas, pardon, je viens d'y penser, mais parce que ça fait 3 fois que je me dis, bon, maintenant, je vais donner la parole au public, et puis en fait, finalement, on rebondit. Donc, juste avant qu'on puisse discuter ensemble en passant un micro dans la salle, de quelle manière, Olga Braudakis, ces objectifs-là, ils peuvent se traduire en règles urbaines quand vous accompagnez un quartier sur un projet vous êtes entre les pouvoirs publics qui ont des objectifs et les équipes en charge de la construction, de la conception. Comment est-ce que vous faites le lien? C'est un vrai travail de médiation, effectivement, parce que qui est à peu près le même entre les acteurs de l'urbanisme et ceux de la santé. D'ailleurs, je pense que on est quand même aujourd'hui dans des logiques d'intervention qui sont de plus en plus complexes et il faut apprendre à comprendre le point de vue de l'autre, que ce soit celui du politique, que ce soit celui du citoyen.
On est quand même aussi dans un contexte urbain où le citoyen s'engage de plus en plus pour que la ville ne se densifie pas. Donc voilà, il y a une logique quand même de polémique autour de la question de l'urbanisme. On n'est pas nécessairement dans un fleuve tranquille. Donc à un moment donné, la question des règles, je dirais, on la connaît. Il y a un code de l'urbanisme, c'est défini. Il y a tout un catalogue. Après, il faut par contre saisir l'outil qui est le plus adapté. Et aujourd'hui, quand même, la tendance de fond, et même dans les différentes réformes de l'urbanisme, c'est plutôt d'aller vers cet urbanisme négocié dans lequel on fixe les grands caps, mais par contre, on est à l'écoute du territoire et on est à l'écoute de la spécificité d'un lieu et d'un projet politique pour que le projet émerge. Donc, on n'est pas, j'allais dire, dans les mêmes enjeux de règles qu'il pouvait y avoir voilà, dans les années 80. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus souple. Après, la dimension peut-être plus complexe, c'est le grand territoire, c'est-à-dire qu'on est passé des plans locaux d'urbanisme à des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et c'est vrai que du coup, il faut trouver des nouveaux outils pour que cet accompagnement et cette négociation soit réaliste, aussi bien dans la ville-centre très dense que Grenoble, que à Mont-Saint-Martin, la plus petite commune de la métropole de 80 habitants. Donc voilà, on est quand même sur ce rapport d'échelle à maîtriser. Après, on a la chance, je trouve, d'avoir une métropole avec un paysage très diversifié, justement, et avec des logiques quand même de prise en compte de ce paysage et de ses qualités d'ambiance. Et ça a été assez fondateur, par exemple, sur le plan local d'urbanisme, au niveau de, à un moment donné, considérer que le paysage, dans sa préservation et dans voilà, son entretien et son partage, peut servir de socle aussi dans ses réflexions sur la densité. La santé mentale, c'est l'affaire des villes. Donc les villes, c'est un formidable levier, moi je le pense. Alors c'est vrai que le fait d'avoir été élu m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionnait, mais ça c'est nouveau. Et ça, le Covid l'a permis parce qu'on a bien vu en fonction des municipalités, ça n'a pas été les mêmes prestations, les mêmes aides. Parce que tout le monde était vulnérable. On parle des personnes âgées, mais on parle pas beaucoup des étudiants. Ça a été une véritable tsunami de nouvelles demandes où ils allaient très mal. Et ça, je pense que si vous voulez, c'est très bien parce qu'en faisant, nous, on a fait un appel de Nantes en disant effectivement, les villes, occupez-vous de la santé mentale. C'est-à-dire aussi, prenez les choses en main et dépassez vos compétences. Puisque aujourd'hui, la santé, malheureusement, c'est seulement d'un point de vue national. Ça ne fait pas partie des compétences de la vie. C'est les compétences, disons, au niveau du ministère de la Santé. Et je pense que grâce à la crise, finalement la crise sanitaire, il y en a eu d'autres, mais celle a été particulièrement violente, ça a permis de se dire qu'il faut peut-être qu'on pense les choses différemment, donc on change de paradigme, qu'on se mette autour d'une table, qu'on travaille tous ensemble. Et ça, c'est quand même assez formidable. Parce que on s'est dit, il faut le faire. Parce que, disons, si on attend seulement les directives de Paris, comme je le disais, malheureusement, notre système est assez mal en point, notre système de soins. Donc, il faut faire de la santé. On ne peut pas le faire seul. On a besoin des élus. Et travaillons avec les élus et avec d'autres, avec les politiques publiques. Et ça, moi, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que ça nous redonne aussi beaucoup d'optimisme. Et alors, avant de terminer tout à fait cette table ronde, peut-être je laisse la parole à Christine Oaro-Boval, donc de la Fondation AIA. Oui, j'avais juste une petite remarque complémentaire, parce que moi j'aime beaucoup l'exemple de Rachel sur l'histoire de on est en plein temps entre le supermarché et parce que ça rejoint quand même une question qui est déjà traitée depuis un moment, mais un peu sous forme de petits cailloux. Alors je suis d'accord sur le sujet qui n'avance pas très vite, mais moi j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre du pavillon de l'Arsenal il y a maintenant plus d'une dizaine d'années sur la question des seuils et des raies de ville, et comment en fait on soupçonne que finalement il faut à un moment donné inscrire dans le cadre réglementaire que la poissonnerie, elle n'a pas qu'à être rentable économiquement, mais qu'elle peut servir aussi à créer du lien social. Et ça va jusqu'à écrire, à cet endroit-là, on accepte qu'il n'y aura pas forcément de rentabilité économique, on accompagne un commerce de proximité et ce commerce de proximité va générer une temporalité qui va animer la rue tout au long de la journée. Et aujourd'hui, on est même dans un cadre qui s'est davantage resserré sur l'analyse puisque ça nous avait servi déjà à faire travailler le politique et l'architecte.
d'architecte qui ne doit pas que traiter de la programmation d'un bâtiment à l'intérieur du bâtiment ou une façade, mais de se dire mais comment est-ce que j'accompagne en fait la programmation du seuil ou de la ville. Et ça va même aujourd'hui beaucoup plus loin, parce que j'ai 2-3 copines qui gravitent dans le même cercle, qui sont même plutôt d'ailleurs dans des profils d'économistes, de juristes, qui regardent le statut du trottoir en fait et qui disent mais comment est-ce qu'on fait améliorer la relation en fait qu'on a au seuil et au trottoir, au-delà de se dire la relation qu'on a à la rue de façon un peu globalisée. Et moi j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'en fait c'est à partir de cette analyse-là qu'on se rend compte comment on mobilise plein d'acteurs de champs complètement différents, de la santé, de l'économie, de l'architecture, du champ politique, et qu'on arrive à créer dans une relation à la densité qui peut être aussi bien positive que négative, et ça, Gilles Berru en témoignait. Voilà, donc je voulais juste compléter, parce que j'avais déjà retenu cet exemple que j'avais déjà entendu de Rachel, et que je trouve qu'il est éminemment représentatif en fait de ces petites actions qui devraient prendre beaucoup plus d'importance en fait. Et puis ça nous offre une super conclusion, ça résume bien en tout cas notre propos.